donc on s'était laissé hier au photosystème et je vous avais présenté deux photosystèmes, le photosystème 2 et le photosystème 1. Et je vous avais dit qu'un photosystème, dans le fond, c'est un complexe multiprotéique qui est intégré dans la membrane thylakoïdale et qui est associé aussi avec des pigments photosynthétiques comme par exemple la chlorophylle A, la chlorophylle et d'autres pigments photosynthétiques comme la xanthophylle ou les carotènes. Je vous avais dit que ces pigments photosynthétiques qui sont associés à ton complexe multiprotéique qui est ton photosystème captent l'énergie lumineuse et va transférer l'énergie qui est absorbée par ces molécules, ces photopigments, d'un pigment à un autre. On va appeler ça les antennes réceptrices. Pour tous les photosystèmes, donc photosystème 1 et 2, il va y avoir deux chlorophylles spéciales qui vont se retrouver à un endroit qu'on appelle le centre réactionnel. Toute l'énergie qui a été absorbée et transférée entre les molécules de pigments photosynthétiques dans ton photosystème vont se retrouver à être données à ces deux chlorophylles qui sont spéciales dans le centre réactionnel. Et dès que ces deux chlorophylles captent suffisamment d'énergie, ils vont être capables d'éjecter chacun un électron qui va être transféré à un accepteur d'électrons, premier accepteur d'électrons, pour ensuite aller dans une chaîne de transport d'électrons. Rappelez-vous qu'à chaque fois qu'une molécule perd un électron, elle est oxydée, elle va relâcher l'électron, mais elle va aussi relâcher avec cet électron une certaine quantité d'énergie qui, elle aussi, peut être transférée. Donc, dans le fond, ce n'est pas le fait qu'elle a perdu un électron qui est important, que cette molécule-ci perd un électron, c'est que, dans le fond, elle a accumulé de l'énergie qui va être maintenant sous forme d'énergie potentielle dans cet électron, qui peut être transférée d'une molécule à une autre pour accomplir une fonction. Le transfert va se faire dans ce qu'on appelle une chaîne de transport d'électrons. Et pour la photosynthèse, il y a deux chaînes de transport d'électrons différentes. Avant de continuer, j'aimerais juste revenir par rapport à la photooxydation. Donc, si je regarde le mot photo et oxydation, photo veut dire lumière, puis oxydation, ben, c'est une oxydation. C'est-à-dire que la photooxydation, c'est défini comme étant l'oxydation d'une molécule causée par l'énergie qui a été donnée par la lumière. Et c'est ce qui se passe dans le photosystème lorsque les deux chlorophylles du centre réactionnel relâchent leurs électrons. Ils vont être oxydés, et ils vont être oxydés parce que la lumière et l'énergie lumineuse qui leur a été transférée étaient suffisantes pour les oxyder et relâcher ces électrons. Voici à quoi ressemble la photooxydation d'une chlorophylle. Donc, comme je vous avais dit, la chlorophylle, elle a un cycle qui est un cycle hémolytique, donc comme la molécule d'hème, et elle a beaucoup de liaisons doubles. Et ces liaisons doubles, c'est ça qui lui permet d'obtenir de l'énergie lumineuse et de l'utiliser pour exciter ses électrons à des niveaux supérieurs. Lorsque la chlorophylle du centre réactionnel va être photooxydée, donc ça c'est un symbole pour la lumière, et ça c'est pour dire que c'est oxydé, le cycle va changer de forme et faire en sorte que, dans le fond, maintenant, elle est sous sa forme oxydée. Et pour qu'elle revienne à sa forme initiale, il faut qu'elle regagne des électrons et on va voir ça un petit peu plus tard. Oui, Joshua? Tu veux retrouver la photooxydation OK. Donc maintenant, je vais parler des types de transport et je vais commencer avec le transport non cyclique des électrons. Donc, c'est la voie qui est le plus souvent utilisée ou le plus utilisée chez la plante parce que c'est elle qui va générer le plus d'énergie possible, d'énergie chimique qui peut être utilisée ensuite pour faire du glucose. Les étapes, dans le fond, premièrement, tu vas avoir un photon. Quand je parle d'un photon, je parle d'une source de lumière, c'est une longueur d'onde de lumière qui a une certaine quantité d'énergie. Les photons d'énergie ou la lumière va frapper les molécules, les pigments photosynthétiques du complexe collecteur, qui vont accepter cette énergie, vont la transférer à d'autres molécules photopigments dans les photosystèmes jusqu'à temps que ça arrive aux deux molécules du centre réactionnel et deux chlorophylle A du centre réactionnel, qui sont soit le P680 pour le photosystème 2 ou P6700 pour le photosystème 1. Par contre, la première oxydation dans la chaîne de transport non cyclique va se faire aux deux chlorophylles du P680 de ton photosystème 2.
Lorsqu'ils vont avoir accumulé suffisamment d'énergie, ces 2 pi 680 de ton photosystème 2 vont ensuite être oxydés, relâcher un électron qui va être capté par l'accepteur primaire d'électrons qu'on appelle la phéophytine. La phéophytine va ensuite transférer cette énergie, ces électrons-là avec cette énergie-là à travers une série de complexes multi-enzymatiques à travers la membrane interne éthylacoïde ou la membrane thylacoïdale jusqu'à temps que ça va réduire une molécule d'eau en oxygène ou oxyder une molécule d'eau en oxygène. Non, si ça va être réduire parce qu'elle va gagner des électrons. Maintenant, ici, je vais juste l'expliquer à l'aide du schéma, ça va être beaucoup plus facile. Juste parce que c'est quand même assez compliqué ici, donc je vais juste le faire avec le schéma au lieu de juste vous donner du blabla. Je vais vous laisser écrire, puis après ça, on va au schéma. OK, donc maintenant, je vais passer à mes schémas et on va faire un schéma ensemble. Donc, on va commencer avec le transport qui est non cyclique. C'est pas celle-là que je vais ouvrir, c'est celle-ci. Transport qui est non cyclique. Plein écran. Et voilà. Donc, je vais premièrement identifier certaines de nos structures qui sont ici. Donc, la première chose, ici, dans notre membrane de la thylacoïde, donc n'oubliez pas que ça, c'est la membrane interne de la thylacoïde. Ça veut dire que tu dois imaginer qu'il y a les chloroplastes qui ont une double membrane. À l'intérieur, il y a un liquide qu'on appelle le stroma. Dans le stroma, tu as tes thylacoïdes qui, eux, sont faits de membranes, qui sont dans le fond des petites vésicules qui sont aplaties, qui sont faites de membranes. Donc, ça se retrouve dans la membrane des thylacoïdes. Et on va retrouver ce complexe, ce regroupement de complexes protéiques et d'enzymes et de molécules qu'on va appeler une chaîne de transport d'électrons. Si on regarde, on va aller en ordre dans lequel les électrons doivent être transportés dans une chaîne de transport d'électrons. J'aimerais vous rappeler que la membrane des thylacoïdes, comme n'importe quelle autre membrane, possède plusieurs milliers de ces complexes multi-enzymatiques et protéiques. Ça va aussi posséder d'autres choses et que c'est un modèle de mosaïque fluide. Ça veut dire que tu ne vas jamais retrouver à un endroit une chaîne qui va être exactement comme celle-ci, les unes à côté des autres. Il faut s'imaginer que chaque partie ou chaque composante ici de cette chaîne de transport d'électrons est libre de se déplacer dans n'importe quelle direction. Et donc, ils ne sont pas associés ensemble, ils ne sont pas regroupés ensemble physiquement dans la membrane. Et il faut imaginer que pour qu'ils réagissent et pour que la séquence puisse se produire, il faut que chacun de ces parties-là se déplace et rencontre l'autre molécule avec laquelle elle doit réagir pour transférer des électrons. Donc ici, je vais vous simplifier ça. Je vais juste les mettre un à la suite de l'autre, comme ceci. Mais ça, ce n'est pas une séquence dans l'espace, c'est une séquence dans le temps.
Donc, cette partie-là ici ne va pas être nécessairement à un certain moment à côté de celle qui va être la prochaine dans la séquence. Elle va se déplacer, puis quand elle le trouve, là, ils vont réagir. OK? Donc, ça, c'est plus une séquence dans le temps que dans l'espace. Mais c'est quand même dans la membrane thylacoïdale. Ceci est un photosystème. C'est ton premier photosystème qui va intervenir dans la chaîne de transport d'électrons qu'on va appeler le photosystème 2. Ici, tu as un deuxième photosystème. C'est le deuxième photosystème qui va être impliqué dans la chaîne de transport d'électrons. On va appeler ça le photosystème 1 ou PS1. Tu as aussi d'autres choses ici. On a ici un complexe multiprotéique qui est associé au photosystème qu'on appelle le complexe Mn. Mn pour magnésium, parce qu'il va y avoir un ion magnésium qui va être associé à ce complexe multiprotéique, qui lui est associé au photosystème 2. Ici, il va y avoir une molécule que vous avez peut-être pas vue, mais une molécule qui, elle, va être intégrée dans la membrane. Ça va être un lipide. C'est pour ça qu'elle est dans la partie hydrophobe de la membrane. Et ce lipide s'appelle la plastoquinone. PQ. Donc ça, le nom, c'est la plastoquinone. Cette protéine transmembranaire s'appelle le cytochrome F. Cette molécule qui est à l'extérieur de la membrane, mais associée aux parties, aux têtes polaires de tes phospholipides, c'est la plastocyanine, PC. Cette molécule qui est associée à l'espace, au stroma et associée aux têtes polaires de la membrane ici, ça s'appelle la ferredoxine. Cette protéine transmembranaire qui est ici s'appelle le NADP réductase. Associé à tes photosystèmes. Donc, à l'intérieur de tes photosystèmes, qu'est-ce qu'il y a? On va avoir des accepteurs primaires d'électrons qui, eux, par exemple, vont être ici, ça va être la phéophytine. Donc ça, c'est ta phéophytine. Un autre accepteur primaire d'électrons d'un photosystème, ici pour le photosystème 2, philo, ça va être la phylloquinone. Ces deux diamants ici sont tes P680. Donc, P680. J'aimerais vous rappeler que ça, c'est une chlorophylle A. Du centre réactionnel. Et la chlorophylle du centre réactionnel de ton photosystème 2, c'est le P680 parce que c'est un pigment photosynthétique qui absorbe le plus efficacement des longueurs d'onde de 680 nanomètres.
Celle-ci, ça va être un P700. Encore une fois, chlorophylle du centre réactionnel, mais c'est du P700. Les cercles qui sont représentés ici, donc tous les cercles, ça, c'est des pigments photosynthétiques. Puis ces pigments photosynthétiques font partie de l'antenne réceptrice. Donc, tous les cercles, c'est ton antenne réceptrice qui est faite de pigments photosynthétiques. Majoritairement de la chlorophylle, mais ça va aussi inclure d'autres pigments photosynthétiques. Oui, non. Ça dit-tu Phéophytine. Phéophytine et Ouais. phylloquinone. 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 Oui, Joshua. C'est phéréodoxine. Ferredoxine. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le transport non cyclique? Premièrement, il faut que de la lumière qui vient de l'extérieur, donc ça c'est la lumière, vient exciter les électrons qui font partie des antennes réceptrices, donc des pigments photosynthétiques. Ces électrons sont excités et ils veulent revenir à leur état fondamental. Et quand ils font ça, ils vont transférer leur énergie à un autre pigment photosynthétique à proximité. Ceci va continuer jusqu'à temps que ça se rende au centre réactionnel. L'énergie se rend au centre réactionnel. J'aimerais vous rappeler qu'il va y avoir d'autres énergies qui vont être transférées à d'autres pigments photosynthétiques. Donc, d'autres pigments photosynthétiques de l'antenne réceptrice va capter de l'énergie lumineuse. Ça va exciter les électrons de ces atomes. Ces électrons-là, quand ils vont revenir à leur état fondamental, ils vont relâcher l'énergie et le transférer à d'autres pigments photosynthétiques qui font partie de l'antenne réceptrice. L'énergie qui est accumulée et transférée aux deux chlorophylles P680 du centre réactionnel vont faire en sorte que chaque chlorophylle P680 va avoir suffisamment d'énergie pour être oxydé. Ça veut dire que l'électron va prendre toute l'énergie accumulée et va être capable de quitter l'atome, ce qui va oxyder les deux chlorophylles P680. Ces électrons-là, donc il va y avoir un électron qui va quitter un des P680. Un autre électron va le quitter, donc ça veut dire deux électrons qui vont quitter. Et ces deux électrons-là vont être transférés à l'accepteur primaire d'électrons, qui est la phéophytine. Oui, Joshua. Donc, les deux diamants sont chlorophylle A, P680, qui sont spéciales parce qu'ils font partie de ce qu'on appelle le centre réactionnel. Chacun va perdre un électron. Donc, ces deux chlorophylles A du centre réactionnel vont être oxydés. Ils vont avoir perdu deux électrons et ils vont avoir perdu de l'énergie qui est partie avec l'électron. Donc là, maintenant, l'électron va être transféré à la phéophytine. Quand la phéophytine
accepte les 2 électrons et l'énergie, elle va être réduite. Oui, Noah? Les chlorophylles vont être oxydés ou les pigments photosynthétiques? Ben, la chlorophylle, c'est des pigments photosynthétiques. Oh. Donc ça va être oxydé. Donc, pas tout va être oxydé, seulement ces deux-là. Oh. Ce que j'ai dessiné en bleu dans mon schéma, c'est le transfert d'énergie, pas le transfert d'électrons. Les chlorophylles et les pigments photosynthétiques de l'antenne réceptrice captent l'énergie et transfèrent l'énergie à travers l'antenne réceptrice, donc d'un pigment photosynthétique à un autre, jusqu'à temps que ça se rende au centre réactionnel. Quand le centre réactionnel accumule assez d'énergie, il va être capable, chaque chlorophylle du centre réactionnel va être capable de relâcher un électron et être oxydé. Seulement les 2 chlorophylles P680 du centre réactionnel sont oxydés. Seulement ces deux-là. Ils vont perdre 2 électrons et vont réduire la phéophytine. Donc, ils vont transférer les 2 électrons à la phéophytine, qui, elle, maintenant, est réduite. Elle est plus haut en potentiel énergétique, parce qu'elle a accepté l'énergie des 2 électrons et les 2 électrons. La plastoquinone, qui est dans la membrane, et le complexe, le photosystème 2, sont mobiles dans la membrane, parce qu'on sait que les choses ne sont pas fixes dans la membrane. Éventuellement, une phéophytine qui appartient à un photosystème qui est réduit, donc qui a 2 électrons, va rencontrer la plastoquinone qui, elle, est sous sa forme non réduite, donc sa forme oxydée. Elle n'a pas 2 électrons de plus. Dès qu'ils se rencontrent, la phéophytine va être capable de transférer ces 2 électrons à la plastoquinone. Mais il faut que physiquement ils se rencontrent. Donc, tu vois que tu vas avoir une phéophytine dans un complexe, dans un photosystème 2 qui flotte dans la membrane, donc il se déplace dans la membrane thylakoïdale. La plastoquinone, elle aussi, se déplace dans la membrane et éventuellement, il y en a 2 qui vont se rencontrer qui va permettre le transfert. Mais il faut que la plastoquinone, qui est ici, n'ait pas déjà accepté 2 électrons. Il ne faut pas qu'elle soit réduite. Oui, Joshua? Parce que c'est toujours 2. Pourquoi c'est juste un hasard? Donc ça va toujours être 2 qui ensemble, qui va du Oui. Oui. Donc ensuite, la plastoquinone, elle est réduite et elle va se promener dans la membrane et éventuellement, elle va rencontrer un cytochrome F qui, lui, est aussi en train de se promener dans la membrane, qui est pas réduite encore, qui est sous sa forme oxydée. Quand ça arrive, la plastoquinone, qui est le réducteur qui est réduite, va transférer ses électrons au cytochrome F et réduire le cytochrome F. Quand le cytochrome F est réduit, on se rappelle que maintenant la plastoquinone n'a plus les 2 électrons. Elle les a transférés avec l'énergie. C'est-à-dire que quand la plastoquinone transfère ses électrons, la plastoquinone va être oxydée et le cytochrome F, lui, va être réduit. Le cytochrome F est une protéine transmembranaire de transport. C'est une protéine transmembranaire de transport actif. Donc, elle transporte une substance contre son gradient de concentration. La substance qui est transportée, c'est des protons. H+. Vous avez vu ça quand vous avez écouté les vidéos de la phosphorylation oxydative. Donc, elle transporte des protons contre son gradient. C'est du transport actif, donc ça nécessite de l'énergie. D'habitude, le transport actif que vous avez vu, ça utilise de l'ATP pour transporter des molécules contre son gradient. Ici, ça va utiliser l'énergie des électrons pour y arriver. Donc, quand le cytochrome F a été réduit, il a gagné en plus des électrons de l'énergie potentielle. Il va utiliser une partie de cette énergie potentielle pour pouvoir transférer des protons, donc 2 protons, H+, du stroma, donc l'extérieur des thylakoïdes, jusqu'à l'intérieur des thylakoïdes qu'on appelle l'espace intrathylakoïdien. Donc, si je fais un schéma sur l'autre tableau, j'aimerais vous rappeler à quoi ça devrait ressembler.
Donc, tu as un chloroplaste qui a une double membrane. Dans les chloroplastes, tu vas avoir des empilements de thylakoïdes qui, eux, sont faits de membranes. Je ne vais pas toutes les dessiner, mais ils sont faits de membranes. Ici, les protons vont sortir, vont être dans le stroma et vont rentrer à l'intérieur de l'espace intrathylakoïdien où ils vont être accumulés là. C'est du transport actif. Ça veut dire que le gradient de protons doit aller dans cette direction-là. C'est plus concentré. Donc, si je fais un gradient de protons, c'est plus concentré en protons dans l'espace intrathylakoïdien que dans le stroma. Donc, tu vas avoir 2 protons qui vont rentrer à l'intérieur. Ensuite, après avoir transporté les 2 protons de façon active, il a maintenant perdu un petit peu d'énergie potentielle. Donc, les électrons qui sont là ont un petit peu moins d'énergie. Mais il y en a encore qui en restent. Les électrons vont ensuite, donc là, le cytochrome F va flotter, il va être réduit, il va avoir fini de transporter ces 2 protons. Éventuellement, il va rentrer en contact avec une plastocyanine. Dès qu'il rentre en contact avec une plastocyanine qui n'a pas accepté des électrons, donc sous sa forme oxydée, il va transférer ces 2 électrons à la plastocyanine. Ça va faire que le cytochrome va être oxydé et la plastocyanine va être réduite. C'est elle qui a maintenant l'énergie potentielle avec les 2 électrons. Ensuite, le photosystème 2. Le photosystème 2, comme le photosystème 1, va se faire bombarder de lumière venant de l'extérieur, qui est passé à travers la cuticule, l'épiderme supérieur, s'est rendu à l'intérieur des cellules du mésophile palisadique, se rend au chloroplaste et se rend à la membrane thylakoïdale. Cette lumière va exciter les électrons des pigments photosynthétiques qui font partie de l'antenne réceptrice, faire en sorte qu'après avoir été excités, ils vont transférer leurs électrons d'un pigment photosynthétique à un autre, jusqu'à temps qu'elles se rendent aux 2 chlorophylles A, P700 du centre réactionnel de ce photosystème 1. Naturellement, il y a plus qu'un pigment photosynthétique qui est excité par la lumière, et tous les pigments photosynthétiques vont transférer leur énergie qu'ils ont absorbée de la lumière à ces 2 chlorophylles P700 du centre réactionnel. Ça va faire en sorte que, comme avec le P680, que 2 électrons, donc 2 électrons, soient éjectés de ces 2 chlorophylles, donc 1 électron par chlorophylle. Ces 2 électrons vont être transférés à un accepteur primaire d'électrons ici, qui va être la phyloquinone. La phyloquinone va ensuite faire en sorte que si la phyloquinone qui est oxydée rencontre une ferredoxine qui n'est pas oxydée, ou j'ai dit une phyloquinone qui est oxydée, je veux dire une phyloquinone qui est réduite, rencontre une ferredoxine qui est oxydée, donc qui n'a pas gagné d'électrons encore, elle va transférer ses électrons. Mais avant de continuer mon schéma, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Je n'ai pas fait de lien entre ces 2-là encore. Lorsque une plastocyanine, qui est réduite, donc il y a 2 électrons et de l'énergie, rencontre un photosystème 2, où les 2 chlorophylles P700 ont été oxydés, donc ont perdu leurs électrons, la plastocyanine va vouloir transférer ces électrons
aux 2 chlorophylles P700 qui avaient perdu leurs électrons pour régénérer les électrons perdus. Ça va faire en sorte que le photosystème 1 maintenant, avec une chlorophylle P700 qui est régénérée, peut encore refaire le même processus. Oui, Joshua? Ça prend quoi pour que la chlorophylle devienne régénérée? Ça prend 2 électrons de la plastocyanine. Donc, quand ça va dans la chlorophylle, ça va être... Ben, si ça rentre en contact avec la chlorophylle va prendre les 2 électrons. Okay. Ben, les 2 chlorophylles vont prendre 1 électron chaque. Parce que si l'étape que j'avais fait avant, les 2 chlorophylles ont perdu chacun 1 électron. Donc, tu régénères en redonnant les électrons qu'ils ont perdus. OK? Maintenant, je reviens à cette ferredoxine. La ferredoxine, ici, maintenant, elle est réduite. Elle a 2 électrons. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ces 2 électrons? Elle va les transférer à une réaction qui est catalysée par cette enzyme qu'on appelle le NADP réductase. Des fois, on dit NADPH réductase. C'est la même chose. Dans le fond, comme le nom l'indique, NADP réductase. Ase veut dire enzyme. Si c'est une réductase, c'est une enzyme qui cause une réduction. Elle cause la réduction de quoi? Du NADP+. J'ai oublié de mettre plus. Donc, on va avoir du NADP+, plus H+, qui va réagir pour donner du NADPH, qui est un réducteur à haut potentiel énergétique. Pour que cette réaction puisse se produire, c'est une réaction de réduction. Ça a donc besoin de 2 choses. De l'énergie pour faire la réduction, parce que c'est une réaction qui est anabolique, qui nécessite de l'énergie, mais elle nécessite aussi 2 électrons. Les électrons vont être transférés à l'aide du NADP+ réductase ou NADPH réductase à la réaction pour faire la réduction du NADP+ en NADPH. Donc, comme je vous ai dit, la séquence qu'on vient de faire, ce n'est pas une séquence dans l'espace, mais une séquence dans le temps. Pour transférer les électrons, il faut que les molécules se rencontrent. Mais ils peuvent se rencontrer n'importe où, à n'importe quel moment. C'est juste qu'il faut qu'ils se rencontrent dans les bonnes conditions. Mais imagine qu'on a fait une chaîne de transport d'électrons maintenant. Dès que ton NADPH a été formé, les 2 électrons qui étaient ici sont maintenant dans le NADPH. Ça veut dire que ta ferredoxine ne va plus les avoir, ces 2 électrons, ce qui est bien, parce que ça veut dire qu'elle peut maintenant être réduite une autre fois. Même chose pour la phylloquinone, même chose pour ces 2 molécules. Et donc, dans le fond, toutes ces molécules dans cette chaîne de transport d'électrons vont être à leur état oxydé, donc prêts à être réduits et à accepter un électron pour ensuite le transférer, sauf 2. Lesquels? Il y en a 2 qui sont maintenant qui sont sur leur forme oxydée, mais vraiment oxydées et ne peuvent pas transférer d'électrons. C'est les 2 molécules ici, P680, les 2 chlorophylles P680. Ici, je les ai régénérés, les P700, par le transfert des électrons de la plastocyanine jusqu'aux 2 P700. Donc, même s'ils ont perdu 2 électrons, on leur a donné 2 électrons à partir de la plastocyanine. Par contre, ici, les 2 P680 ont été oxydés, ont perdu 2 électrons, mais on ne leur a pas redonné 2 électrons. Si c'est comme ça,
Ces deux P680 sont maintenant inutiles. Parce qu'elles ne peuvent pas transférer plus qu'un électron chaque. Ça veut dire que tout ce photosystème est maintenant inutile parce que son centre réactionnel ne peut plus transférer d'électrons. Il faut donc une façon de régénérer les deux électrons qui ont été perdus par le centre réactionnel du photosystème 2. C'est le complexe Mn qui est associé au photosystème 2 qui est responsable de ça. Le complexe Mn, c'est un complexe multiprotéique et enzymatique qui, elle, catalyse une réaction d'oxydation. Elle catalyse une réaction d'oxydation pour générer des électrons et de l'énergie qui peuvent être maintenant retransférés au P680 pour le régénérer. Qu'est-ce qui va être fait? Il va y avoir de l'eau qui, lui, va être oxydé pour donner une demi-molécule d'oxygène plus 2 protons. Ça, c'est une oxydation. C'est aussi une oxydation dans le sens où ça relâche 2 électrons. Donc, le complexe Mn va retirer 2 électrons d'une molécule d'eau, donc vont oxyder une molécule d'eau, pour former un demi-oxygène et 2 protons. Un demi-oxygène, c'est un atome d'oxygène. Mais naturellement, cette réaction se fait 2 fois pour former du O2. Donc, il va y avoir 2 molécules d'eau qui donnent un oxygène plus 4 protons. Ça va générer 4 électrons. Mais moi, je vous fais ça juste pour vous montrer les 2 électrons. Parce que chaque P680 de centre réactionnel a perdu un électron. Donc, au total, ils en ont perdu 2. Donc, on a besoin de 2 pour régénérer chaque P680. Et donc, ces 2 électrons, un de chacun, donc un électron qui va ici, puis un électron qui va là, va régénérer les 2 chlorophylles du centre réactionnel du photosystème 2. Maintenant que c'est fait, la chaîne de transport d'électrons peut maintenant fonctionner. Parce que maintenant, on a une chlorophylle qui peut encore reperdre 2 électrons et recommencer ce processus. Donc ça, c'est la chaîne de transport d'électrons. Maintenant, si on regarde les molécules à haut potentiel énergétique qui ont été générées par cette chaîne de transport d'électrons, quelle est la molécule à haut potentiel énergétique qui a été générée ici? Oui, Madison? Le NADPH. Est-ce qu'il y a eu la production d'ATP? Oui, non, je ne sais pas. La réponse, c'est non. Mais si vous avez été attentif pendant la leçon ou la vidéo que je vous ai montrée sur la phosphorylation oxydative, une chose devrait vous sauter aux yeux. Le fait que tu as un gradient de protons qui est généré, qui existe, mais qui est aussi accentué par la chaîne de transport d'électrons. Tu as plus de protons à l'intérieur qu'à l'extérieur, et ta chaîne de transport d'électrons, une des choses, c'est qu'elle transporte des protons de l'extérieur vers l'intérieur, pour faire que l'intérieur soit encore plus concentré. Puis en plus, quand tu régénères les électrons du P680, tu produis encore plus de protons à l'intérieur, ce qui accentue encore plus le gradient de protons. Puis si vous avez été attentif à la vidéo de phosphorylation oxydative, je suis sûre que vous savez maintenant où est-ce que ça s'en va. Si on peut faire le lien entre les 2 vidéos. Le gradient de protons dans la phosphorylation oxydative sert à quoi? Alimenter la réaction de synthèse de l'ATP par le transport ou la diffusion facilitée des protons à travers une protéine qu'on appelle l'ATP synthase. C'est l'étape de la chimiosmose. Maintenant, si vous me regardez avec des gros yeux, ce serait peut-être bien de revoir la vidéo. Donc ça, ce serait notre transport qui est non cyclique. Le but du transport non cyclique, c'est d'utiliser l'énergie lumineuse pour accentuer le gradient de protons, faire que
l'espace intrathylakoïdien soit plus concentré que le stroma en protons. Et aussi, ça sert à faire un réducteur à haut potentiel énergétique qui est le NADPH, qui lui va être important pour la prochaine étape. Toutes les étapes que je viens de mentionner ici, c'est écrit dans les notes de cours, dans tout ce texte. Maintenant, si on écoute la petite vidéo YouTube qui est associée à ça, faudrait peut-être que je commence avec le son, hein? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Weird. Bon, il va falloir que vous écoutiez la vidéo vous-même. Je vais la mettre sur le Classroom. Dans le fond, elle réexplique ce que j'ai mentionné. Si je continue et je parle du processus au niveau énergétique. Donc, si c'est juste une petite analogie pour parler de l'énergie potentielle qui est dans les électrons et qu'est-ce que ça peut faire. Donc, on sait que le photosystème 1 va utiliser l'énergie de la lumière. Donc, l'énergie de la lumière ici, c'est l'énergie de la petite personne là, qui est en train de frapper comment on appelle ça encore la balance. Je ne connais pas le nom. Donc, frappe la balance, le balancier qui fait que la balle, qui était l'électron, va être projetée vers le haut. Ça, c'est parce que l'énergie de la lumière va exciter les électrons des photosystèmes pour que, éventuellement, par accumulation d'énergie, les chlorophylles P680 perdent un électron qui, lui, maintenant, a beaucoup d'énergie potentielle. Donc, ça donne de l'énergie potentielle. Cette personne-là représente la phéophytine, qui, elle, est l'accepteur primaire d'électrons, qui a maintenant un électron avec beaucoup d'énergie. Il va ensuite transférer l'énergie et l'électron à ta plastoquinone et ton cytochrome F. Le cytochrome F va utiliser l'énergie pour faire tourner une turbine. Dans le fond, la turbine, c'est la protéine de transport qui transporte les protons, parce que ça va éventuellement fournir de l'énergie pour faire de l'ATP. L'électron va ensuite passer à ta plastoquinone, pas ta plastoquinone, ta plastocyanine, et ton photosystème 2, qui lui aussi va avoir de l'énergie lumineuse, qui va ensuite réénergiser les deux électrons et les transférer à la phyloquinone, l'accepteur primaire d'électrons du photosystème 1, qui lui ensuite va le transférer à la ferridoxine, qui va pouvoir donner l'énergie au NADP+, pour donner du NADPH à l'aide de la NADPH réductase. Donc, dans le fond, ici, ça montre les variations d'énergie qui seront associées à l'électron au fur et à mesure qu'il est transporté dans la chaîne de transport d'électrons. Oui, Joshua? Juste pour clarifier, les lampes avec le hammer sont la lumière. Oui. Et le roux dans le milieu, ça sera le cytochrome. Oui.
j'ai déjà fait le schéma du transport non cyclique. Ça, c'est un autre schéma qui vous montre le transport non cyclique, en plus des différentes variations d'énergie. Donc, ça combine les deux. Ça montre le photosystème, ça va montrer l'énergie qui a été gagnée par les deux électrons qui ont été transférés à l'accepteur primaire d'électrons. Quand l'électron se déplace à travers la chaîne de transport d'électrons du photosystème 2 au photosystème 1, il va avoir la perte d'une partie d'énergie à cause que cette énergie va permettre le transport des protons du stroma jusqu'à l'espace intrathylakoïdien, qui va faire en sorte qu'il y a moins d'énergie, mais cet électron peut être ensuite réénergisé par les photons de lumière du photosystème 1, qui lui va transférer les électrons à ton accepteur primaire d'électrons, qui va se rendre au NADPH réductase et transférer au NADP+, pour donner du NADPH. Donc en ce moment, je répète beaucoup la même chose, puis je le montre de différentes façons, juste pour que ça soit clair. Encore une fois, il y a un lien à une vidéo qu'on ne peut pas entendre parce qu'on n'a pas de son, mais je vais mettre ça sur le Classroom pour que vous puissiez les regarder. Oui, Joshua. Le stroma, c'est juste comme. C'est comme. Le stroma, donc le c'est stroma. le stroma, donc c'est ton chloroplaste. À l'intérieur de la double membrane du chloroplaste, c'est un liquide dans lequel flottent les thylakoïdes. Ça, c'est le stroma. Oh, ok. Yeah. Donc le stroma est double membrane. Oui. Donc, si on regarde notre schéma de notre chloroplaste, on sait que ça, c'est ton stroma qui est ici. Ça, c'est tes thylakoïdes. Donc, chaque bulle, c'est une thylakoïde qui est entourée d'une membrane. À l'intérieur, c'est ton espace intrathylakoïdien. Donc, ici, on a une situation où tu as quelque chose de fermé, un liquide qui est renfermé ici, qui peut avoir une certaine concentration. Et à l'intérieur ici, l'espace intrathylakoïdien, lui aussi, contient du liquide qui, lui, peut avoir une certaine concentration, ici en protons. Oui, oui. Comment est-ce qu'on appelle les choses dans les photosystèmes qui acceptent l'électron? Des pigments photosynthétiques. Donc, Oui, est-ce non. que ça veut dire que le transport non cyclique se passe dans chacun de ces... Transport non cyclique se passe dans la membrane de chaque thylakoïde. Et c'est pas un transport non cyclique par membrane, c'est des milliers de transports non cycliques par membrane.